à toutes et à tous, vous êtes bien sur Armada dans Bienvenue à l'Est, tous les lundis de 17h30 à 19h, votre émission sur les cultures et les artistes nés ou originaires des pays d'Europe centrale et orientale. Bonjour Nelly. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On retrouve en plateau notre chroniqueuse préférée, Gabrielle d'Antoine. Bonjour Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Tu vas nous parler musique. Dans quel pays est-ce que tu nous emmènes? Aujourd'hui, gros programme avec la Russie, la Hongrie, la Bulgarie et la Croatie. Super. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme le footballeur roumain Gheorghe Hagi, la lanceuse de poids allemande Astrid Gumbornus, championne olympique en 1996 à Atlanta, le tennisman hongrois Attila Savolt ou encore le basketteur letton Rodions Kurucs et le footballeur croate Vedran Kurluka. Aujourd'hui, on parlera broderie. Sa prochaine exposition aura lieu le 14 février lors de l'expo Amour 5 à l'Espace-Temps à Paris avec Ekaterina Igorevna, une brodeuse d'art pas vraiment comme les autres. On va voir comment elle révolutionne la broderie d'art au niveau international. Bonjour Ekaterina. Bonjour. On continuera dans la poésie avec Florent Delporte et Emmanuel Saquette de l'association Marina Tsvetaeva. On va apprendre à mieux connaître cette grande dame de la poésie mondiale et on va même l'entendre. Bonjour Florent, bonjour Emmanuel. Здравствуйте. Привет, bonjour. Nous parlerons littérature et théâtre avec le livre Les îlots d'Isabelle Urtin aux éditions du Panthéon. Bonjour Isabelle Urtin. Bonjour tout le monde. Enfin, il joue actuellement au théâtre du Ranelagh à Paris, dans le 16e arrondissement. En deuxième partie d'émission, eh bien, nous aurons la compagnie des enfants torches pour la pièce de théâtre Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov, avec notamment le metteur en scène Noé Bezin et les comédiennes Alicia Popov, Lily Moreau et Clotilde Raskin qui étaient déjà en plateau. Bonjour Clotilde. Bonjour. Tout un programme pour ce 4e numéro de Bienvenue à l'Est. Pour l'instant sur Armada, place au Flash Info. Oui, tout d'abord, Flash Info avec un vol de tableau. Le tableau ICU signé Ekaterina Cherkasova, que vous voyez à l'écran, a été dérobé hier, alors qu'elle chargeait la fourgonnette pour son exposition qui commence ce soir à l'atelier Gustave à Paris dans le 14e arrondissement. Si vous voyez ce tableau, que ce soit dans la rue, chez quelqu'un ou sur les sites de vente comme Le Bon Coin, Give ou encore Rakuten, bien sachez que c'est un tableau volé et qu'il faut contacter les autorités, voire l'artiste peintre via les réseaux. Dans tous les cas, tant que l'artiste Ekaterina Cherkasova n'a pas récupéré son tableau, s'il est revendu, ça s'appelle du recel et c'est punissable par la loi. Bon, bref, c'est pas cool. Ce tableau est très important pour elle. Je la cite, j'ai mis beaucoup de temps, de passion et d'amour à sa réalisation. On croise les doigts pour qu'on retrouve ce tableau inédit d'Ekaterina Cherkasova et on est de tout cœur avec cet artiste peintre qui était avec nous le 15 janvier dernier. Tout de suite, notre première interview, Ekaterina Igorevna. Bonjour. Bonjour Ekaterina. On se connaît, je vais t'appeler Katia parce que je peux pas faire. Depuis un moment, c'est vrai. Oh, mon Dieu. Retenez bien ce nom, Ekaterina Igorevna, parce qu'elle révolutionne le monde de la broderie d'art. Elle est unique. Vous allez le voir si vous connaissez pas son travail. L'importance de la broderie dans le monde de l'art, c'est important. Parce qu'au XVe siècle, c'était l'égal de la sculpture et de la peinture. À l'Antiquité, tout à fait. Je te remercie d'abord pour tous ces mots qui étaient adressés. Je pense que quand même, chaque artiste est unique. Et effectivement, pour moi, c'est important de rendre sa lettre de noblesse à la broderie pour deux raisons principales, bon, d'après moi. Donc la première, c'est que le changement de la perception de la broderie permettra de mieux garder, de mieux préserver des œuvres d'art brodé. Car actuellement, par exemple, en France, on connaît une seule œuvre brodée, donc la broderie, qu'on appelle étrangement une tapisserie de Bayeux. Et pourtant, il existe plusieurs œuvres qui sont très importantes pour l'histoire de l'art, mais qui sont en train de disparaître dans les caves. Ensuite, deuxième enjeu important, c'est de mettre en lumière le rôle important de la broderie dans l'histoire des femmes et dans l'émancipation des femmes. Car au milieu du 19e siècle, en 1850, des femmes déjà pouvaient gagner de l'argent et être indépendantes grâce à leur travail
de broderie, d'ouvrages utilitaires. Donc, elle pouvait gagner de l'argent au milieu du 19e siècle et en parallèle, elle pouvait également s'exprimer, exprimer son élan créateur et artistique à travers des expositions. Par exemple, en 1855, une brodeuse de la région des Vosges a exposé son tableau à l'exposition universelle. Elle a obtenu une médaille pour son tableau exécuté d'une façon remarquable. Et c'était en 1855. Tandis que les femmes qui ont choisi comme support d'expression artistique la peinture, la sculpture, elles ont obtenu juste l'accès aux beaux-arts qu'en 1897. Tandis que la brodeuse, en 1855, elle a déjà gagné de l'argent grâce à sa création et elle a déjà exposé son tableau et même a reçu une médaille. Donc c'est très important de mettre en avant cette forme d'art qui effectivement à l'Antiquité est égale à la peinture, à la sculpture, à travers des expositions, à travers des projets différents pour monter toutes les facettes de cette forme d'art impressionnante. Et alors justement, aujourd'hui, la broderie d'art, elle se porte comment ? Dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout la même chose qu'en France ? En Angleterre, aux États-Unis, c'est un peu différent. Il y a effectivement plus d'expositions, il y a plus de galeries en France. C'est juste un schéma, un cours. Mais on commence à voir de plus en plus quelques petites broderies qui sont exposées au salon d'art, aux expositions. Ça me fait vraiment plaisir, chaud au cœur de voir les broderies. Ouais, non, ça commence à apparaître petit à petit en France. Mais en Angleterre, aux États-Unis, la situation est plus joyeuse. Et alors justement, toi, ce qui fait ton unicité, enfin vraiment, c'est que tu as inventé le brodem. On va en voir un, pas celui-là, pas encore. C'est non, pas celui-là non plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Pouchkine et l'autre qui est de Baudelaire. C'est ça. Exactement. Alors, donc le brodem, c'est un mot valise avec broderie et poème. Ouais. Comment c'est venu cette idée de broder au point de croix des poèmes ? Mais je ne pourrais pas expliquer comment elle est venu comme ça. C'est venu comme toujours, ça. des idées intéressantes, ils viennent Inspiration. D'une façon inattendue. J'ai voulu toujours donner un peu plus de profondeur et peut-être de touches modernes à mes créations. Et j'ai pensé que réunir mes deux passions, la poésie et la broderie, ce sera génial. Par hasard, je tombe sur un article concernant Samuel Morse. Je découvre que cet homme était un artiste également. Et il a inventé le code Morse juste pour que des gens puissent garder lien l'un à l'autre. Et pour moi, c'est devenu un symbole de la communication humaine par excellence. Et j'ai décidé de l'intégrer dans mes créations. Donc, je brode effectivement des poèmes, un code Morse, au point de croix, à la main. Ça, c'est un format moyen, 50 sur 40 cm. Celui-ci, elle représente le poème Pouchkine, je vous aimais, et mon amour peut-être au fond du cœur n'est pas encore éteint. Mais je serai un lit à laisser paraître. Je ne veux plus faire de chagrin. Je vous aimais d'un feu timide et tendre, souvent jaloux, mais si sincèrement, je vous aimais sans jamais rien attendre. En puisse un autre vous aimez autant. C'est ce qui est écrit sur cette œuvre. C'est du Pouchkine, Alexandre de son prénom, mort en 1837. On va y revenir à Pouchkine tout à l'heure. Le portrait d'Alice Mia, lui, il a une histoire, parce qu'aujourd'hui, il est exposé jusqu'au mois de septembre prochain au Musée national du sport à Nice. Pourquoi ce portrait ? Tu connais l'histoire. J'ai voulu créer une série qui met en lumière des personnes qui ont changé le monde, qui m'impressionnent. Le premier portrait était de Marie Bonaparte. D'ailleurs, France Culture a publié récemment une petite vidéo sur l'histoire de cette femme impressionnante. Et ensuite, le deuxième portrait était celui d'Alice Mia, que j'ai découvert grâce à un certain Jérôme de Courcelles. C'est une sportive française qui a organisé les premiers Jeux olympiques mondiaux féminins en 1922. Avant, les femmes n'ont jamais été présentes à ce niveau d'événement.
Donc, elle a changé le monde du sport. C'est grâce à elle que les femmes participent aux Jeux Olympiques. J'ai décidé de respecter et d'envoyer tous mes remerciements à travers ce portrait. Bah, surtout qu'en fait, il est très spécial parce qu'en fait, il est brodé des deux faces. C'est-à-dire que là, on le voit le côté pile, c'est-à-dire on reconnaît le visage d'Alice Mia, et de l'autre, tout ce qu'elle a souffert, c'est-à-dire la souffrance, c'est ça, c'est tout ce qu'elle a payé, quoi. Tous ces enchaînements d'événements, donc les fils, ils font écho aux événements, aux enchaînements des événements qui ont créé cette femme, comme les fils ont créé ce portrait. Donc j'ai aimé cette idée, ça fait un peu écho à la citation de Schopenhauer qui parle de la broderie comme symbole de la ville, comme par la vie une de brodée. La première partie de la ville ressemble au visage de l'étoffe d'une broderie, quand soi-disant voilà, tout est beau, le visage est soi-disant net. Et ensuite, le renvers de l'œuvre, de l'étoffe, de la broderie, la deuxième partie de la vie, où on comprend vraiment pourquoi c'est passé dans cette vie, dans notre vie, cette histoire, pourquoi on a rencontré ces gens, etc. etc. C'est puissant parce qu'il est énorme, hein, ce portrait, vous allez voir. Si vous allez du côté de Nice, donc au Musée national du sport, vous avez le portrait d'Alice Mia avec cette année 1922, date du début du sport au féminin en France. Et alors, tu as créé la panacée. Et alors là, franchement, tu brodes. Là, il faut être prêt. Sur tout. Et surtout. La panacée, toujours et surtout, partout. Et la panacée, c'est donc de la broderie sur préservatif. Exactement. Exactement. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas... Ça, c'est Credo. Credo, d'accord. Et là, tu exposes à partir du 14 février prochain, lors de l'exposition Amour 5, donc à l'Espace-Temps, 98 rue Quincampoix, à Paris, dans le 3e. Donc tu as un brodème, donc sur préservatif, qui s'appelle Amour Caecus, 18 cm sur 5 cm, avec une broderie donc au point de croix. Comment on brode sur préservatif ? Je peux dire que ce n'est pas si facile. Il faut être vraiment très... comment je veux dire, j'ai perdu même mes mots. Il faut être minutieux, il faut être patient. J'aime bien cette idée, c'était pour montrer qu'on peut broder sur plusieurs supports, que la broderie, ce n'est pas que de petits chatons, de petites fleurs sur une nappe, mais on peut broder des locutions latines sur un autre support, par exemple préservatif, un objet intime. Ouais, comme exactement. La broderie, c'est très souvent aussi lié à l'histoire très intime. J'entends « Ah, ma femme, elle a brodé qu'elle était enceinte. Ou ma mère, elle a brodé près d'une cheminée entourée par des enfants. » Toujours des histoires très intimes. Là, c'est un objet aussi, il fait un peu... Ouais. Il fait penser à l'intimité. Ouais, et ce qu'il y a de bien, c'est que tu as mis plusieurs mots. Alors, ça peut être liberté, ça peut être amour caecus. Je ne sais pas ce que ça veut dire en latin, mais... L'amour est aveugle. L'amour est aveugle. C'est excellent. Et c'est juste... En plus, c'est le 14 février, c'est le jour des amoureux. Exactement, oui. J'ai brodé... j'ai commencé cette série par 15 locutions latines. Donc, j'ai brodé Credo... Dixie, j'ai tout dit, je n'ai rien à ajouter. J'adore cette phrase. Et Credo, amour est aveugle. Et ensuite, j'ai commencé à broder d'autres également mots qui m'inspirent liberté, fraternité, etc. Tout peut donc devenir support artistique. Effectivement. Voilà. Parce que maintenant qu'ils sont brodés, bien sûr, les préservatifs ne peuvent plus servir de Ce sera mieux, effectivement. Voilà. Alors, il y a un truc, c'est que la broderie, elle a un plus. C'est l'art-thérapie, en fait. Broder, ça améliore la santé. Et surtout, le cerveau. Et ça développe effectivement nos neurones. J'adore le processus. D'ailleurs, le vernissage, il aura lieu le 14 février. Et le 18, j'organise une performance écoutée parce que pour moi, effectivement, le processus de la création est très important. C'est un moment de l'intimité, c'est un moment qui t'a
t'apprend à être patient, pertinent. C'est un moment où tu faire réveiller tes sens, toucher. D'ailleurs, j'adore la phrase, une citation de Konstantin Stanislavski, qui a dit que aimer, pour lui, c'est d'avoir envie de toucher. Et donc, quand je touche, j'ai l'impression que ça m'apprend un peu à aimer. Ça, c'est beau, ça, c'est une très belle phrase. Et c'est vrai qu'on développe du côté physique, de santé physique, on développe notre motricité fine, on développe la patience et le sens du minutie. Mais après, également, ça nous sauve un peu de la dépression, parce que je passe des heures à écrire quelque chose, et à la fin, je suis extrêmement satisfaite de ce que je fais. Ça libère un nombre important de dopamine. De dopamine, ouais, exactement. C'est vachement important parce que même la finesse, en fait, ça permet aussi donc de contrer les maladies neurodégénératives. C'est vachement bien, ça. Mais oui, exactement. Par exemple, Alzheimer, la maladie, ça permet de créer de nouveaux neurones. C'est top. Non, franchement. Donc, si on commence à broder assez tôt, moi j'ai commencé à broder à l'âge de 10 ans, donc j'espère. Je vous tiens au courant. Donc, là, j'ai 34. Dans 30 ans, hein, je vous tiens au courant. Si tout va bien, donc la broderie a fonctionné. Vous êtes au courant du film de Dominique Cabrera sur Non. Broder, déborder. Il y a eu 2 grosses expositions d'art contemporain, que de brodeurs et de brodeuses. Et non, je ne suis pas au courant. Et il y a un film qui va sortir. Elle travaille sur un film. D'accord. Eh ben, on va se tenir au courant et puis on va aller le voir. Merci beaucoup, Katia. On va te libérer parce que tu dois partir. Tu répètes au théâtre ce soir. Donc, allez voir l'expo Amour 5 à l'espace-temps 98 rue Quincampoix à Paris dans le 3e à partir donc du 14 février. C'est génial. Écoute, merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup à vous. On va donc du coup, on va parler chronique cinéma avec Nelly. Tout à fait. Alors, je vais vous parler d'Alberto Grazia, qui revient au Festival international du film de Rotterdam de 2024, avec son film intitulé The Rim. Donc, il avait déjà présenté 2 de ses précédents films. Le premier qui s'appelle Le 5e évangile de Caspar Hauser, qui a remporté le prix international de la critique de cinéma, ainsi que son autre film, L'étoile errante, prix remporté dans la catégorie du meilleur avenir. Le cinéaste espagnol revient sur le devant de la scène de la compétition Tigre, The Tiger Competition, avec, je cite, un film difficile à catégoriser et anticonformiste. Dans The Rim, Grazia commence avec l'écran noir qui joue en réalité les paupières fermées d'un groupe d'aveugles partant en excursion dans les montagnes. Le rôle du guide est d'ailleurs interprété par le réalisateur lui-même. Un voyage de l'obscurité à la perplexité, ressemblant même à l'enfer sur Terre, mais avec une touche d'humour assez étrange, intelligent, absurde et sombre. Un film à ne pas manquer. Direction la Serbie avec Nemanja Čeranić et son film Sunday. Sunday a vendu plus de 267 000 entrées pour un montant de 1,2 million d'euros, après 2 semaines sorties au Monténégro et uniquement 1 semaine en Bosnie-Herzégovine. Le cinéma serbe propose actuellement un biopic sur le thème de la musique qui fait exploser le box-office. Le film est un biopic de la star des années 90 en Serbie, Jay Ramadanovski, décédé en 2020 à l'âge de 57 ans. Interprété par le musicien-danseur Hussein Alijevic, le film de 140 minutes retrace la vie de Jay, depuis son enfance dans un établissement correctionnel pour mineurs jusqu'à ses premiers succès, après quoi il est devenu l'une des plus grandes stars de la scène. Ce récit de vie, de la pauvreté à la richesse, répond bien à l'appétit du public serbe à cause des contenus traitants du milieu criminel de l'époque. Le titre du film fait référence à la ballade Nedelja, donc Dimanche en français, l'une des chansons les plus célèbres de Jay, toujours très populaire dans la région. Petite annonce pour tous nos amis croates cette semaine, vous pourrez retrouver Sunday en salle, puisqu'il sera projeté en Croatie dans les cinémas Cinéplex. Merci beaucoup, Nelly. Moi, je te dirais, on parle poésie aujourd'hui. Eh ben, on va vraiment faire place à la poésie avec Florent Delporte et Emmanuel Saquette qui vont nous parler de Maria Tsvetaeva. Mais juste avant, un petit Marina. Comment je l'ai appelée ? Maria. Marina. Ouais, j'ai ma langue à chauffer. Voici De mes vers, ça date de 1913, ce poème. Ça s'appelle De mes vers, écrit sitôt en version française. Et russe, si
Enfin, si c'est en version française, c'est Allez, on de va mes le faire les vers deux. écrits De sitôt. mes vers écrits si tôt que je ne me savais pas poète, jaillit comme l'eau des fontaines, comme le feu des fusées, s'engouffrant comme des diablotins dans le sanctuaire plein de rêves et d'encens, de mes vers de jeunesse et de mort, de mes vers jamais lus, jetés dans la poussière des librairies où personne n'en veut ni n'en voulu, de mes vers comme des vins précieux, viendra le tour. Моим стихам, написанным так рано, что не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Donc ça, c'est un poème écrit en 1913 et qui est à mon avis important parce que Marina Tsvetaeva a une vingtaine d'années. Il est assez précurseur de tout ce qui va se passer après. Alors voilà, vous avez entendu sa poésie, c'est de la musique. La poète russe Marina Tsvetaeva, alors pour les dates, elle est née le 26 septembre 1892 à Moscou et elle s'est suicidée le 31 août 1941. Pourquoi ? Comment a-t-elle vécu ? Comment a-t-elle travaillé pendant son exil en Tchécoslovaquie et en France ? On va répondre à ces questions tout de suite avec Florent Delporte et Emmanuel Saquette de l'association Marina Tsvetaeva, Étoile Averse. C'est bien le nom complet. On va commencer par sa vie en quelques mots. Elle est née à Moscou dans une famille de petite bourgeoisie, c'est ça ? Plus que petite bourgeoisie, c'est un très beau milieu intellectuel. Sa mère est une très bonne pianiste et c'est surtout quelqu'un qui possède déjà un goût de la littérature, de la poésie, des contes. Et Tsvetaeva va vivre toute son enfance, enfin malheureusement assez peu puisque sa mère va mourir alors qu'elle n'a que 14 ans et ce qui sera un des plus grands drames de sa vie, mais vraiment dans un milieu littéraire du côté de sa mère. Sa maman parle plusieurs langues, donc très rapidement elle apprend le français, elle apprend l'allemand et elle lit toujours tout en langue originale. Donc ça fait déjà une petite fille absolument extraordinaire et d'ailleurs elle a à peine 16 ans qu'elle commence à traduire du français en russe et elle a à l'époque une grande passion pour Edmond Rostand, elle va traduire l'Aiglon. Voilà, alors malheureusement pour elle, elle se rend compte que l'Aiglon est déjà traduit, alors elle brûle sa traduction, ce qui est bien dommage pour nous, on aurait adoré l'avoir. Mais voilà, donc une petite fille du côté de sa maman déjà extrêmement privilégiée et il y a du côté de son papa aussi des choses à dire. Son père a toute sa vie... alors, il est né dans une famille de prêtres de Vladimir. Et lui, il a choisi une autre vocation que celle de Dieu. Il a choisi la vocation artistique. Et il est devenu professeur d'université à Moscou. Et sa vie a été consacrée à faire le tour de l'Europe, de tous les musées européens pour trouver les plus grandes œuvres, en faire des copies et les mettre dans un musée qu'il va fonder et qui sera inauguré en 1912, qui sera aujourd'hui encore un des plus grands musées de Moscou, qui est le musée Pouchkine. D'accord. C'est le musée des Beaux-Arts au début. Alors, ce qu'il y a, c'est que, alors, tu le disais, en fait, sa maman est morte de la tuberculose. De fait, Marina a donc voyagé dès son plus jeune âge. Si je ne m'abuse, c'est quoi ? Ah oui, il y a Gênes, enfin c'est en Italie, il y a Elle a appris Lausanne. l'italien, oui. Oui, Lausanne, c'est quelque chose là encore qui fait partie du tragique de Tsvetaeva, mais aussi de sa chance, c'est que le papa avait déjà perdu sa première femme. Et donc c'est son deuxième mariage. Tsvetaeva a une petite sœur qui s'appelle Anastasia, mais elle a aussi deux demi-frères et sœurs, Valeria et Andrei. Et son père est catastrophé de voir cette deuxième épouse souffrir de la tuberculose et naturellement de risquer la mort. Et donc il décide de l'envoyer dans un climat un peu plus propice qu'est le climat italien. Et pour les petites filles, que sont Anastasia et Marine, ce sera l'occasion de découvrir l'Italie, mais aussi pendant 2 ans de vivre à Freiburg im Breisgau en Allemagne, dans cette magnifique forêt noire que Tsvetaeva va adorer. Et aussi à Lausanne, où elles vont vivre donc 1 an de chaque, donc pour là aussi continuer à pratiquer les langues étrangères, et donc parlant très très bien encore plus donc l'allemand et le français.
Alors, c'est comment dirais-je, donc elle a commencé à écrire vers quel âge? Ses premiers écrits? Vers 16 ans, l'album du soir. Vers 16 ans. C'est quand je dis, j'ai lu de mes vers écrits si tôt que je ne me savais pas poète. Ouais. C'est qu'en fait, sa mère l'a destinée à la musique comme elle, mais en fait, elle a toujours écrit. Je pense qu'elle a toujours, même quand elle n'écrivait pas. 1908, en gros, c'est ça. Alors, il y a un truc, c'est que elle a fait, donc il y a eu la Révolution d'octobre, enfin en février et octobre, en 1917 en tout cas, et elle s'exile. Alors, elle se marie, elle a un mari, elle a des enfants, et elle part en exil avec. Oui, alors l'histoire est assez compliquée à ce niveau-là. Elle va rencontrer donc son mari qui est Serge Effron, Sergei Effron, hein, qui en Crimée, chez un de leurs grands amis, Max Voloshin. Et le mariage va se faire en 1912, donc c'est une jeune épouse. Et dans la même année va naître une petite fille qui s'appelle Ariadna. Donc on est encore en 1912. 1914, la grande histoire se mêle à ce destin terrible, puisque Sergei Effron, qui est un nationaliste, qui est un homme qui veut défendre la patrie, décide de s'engager. Il souffre lui-même de tuberculose, donc il ne part pas au front en tant que soldat, mais il est engagé comme infirmier. Et donc il va partir quelque temps donc sur le front, laissant Marina à Moscou avec Ariane. Il revient, et là, le deuxième coup du sort, naturellement. Entre-temps, en 1917, est née la deuxième petite fille, Irina, qui mourra dans des conditions tragiques aussi en 1920. Et donc Marina, elle, va rester à Moscou en 1917, alors que Sergei Effron va faire encore un choix très difficile pour lui, mais qu'il assume, c'est d'aller se battre contre les Rouges, et il devient officier dans l'armée blanche, et donc il part en Crimée, il va faire toute la révolution donc dans le rang des armées blanches, et ensuite les armées blanches ayant perdu la révolution, ils sont obligés de quitter la Russie, ils se retrouvent à Constantinople, et ensuite, comme au bout d'un moment, la Turquie ne lui convient pas, il va faire comme beaucoup de ses compatriotes russes, partir vers les capitales européennes, Berlin tout d'abord, et puis un refuge pour la grande majorité des Russes de cette époque, qui sera Prague. Donc, ils sont séparés pendant 5 ans, et elle va le retrouver d'abord à Berlin, ensuite à Prague, où une vie très très dure et misérable les attend. D'accord. Et c'est comment dirais-je, à Prague. Elle rencontre pas mal de monde quand même si c'est une vie miséreuse, voire même presque l'amour, je dirais. On ne sait pas, il y a un doute à première vue. Mais ça, c'est un gossip, ça. C'est un gossip. Bah oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a le temps de parler des amours. Non, c'est la personnalité de Marina, surtout, dont il faut parler, parce que c'est vrai que c'était une femme passionnée, passionnante. C'est un feu, un grand poil. Son mari disait d'elle que c'était un grand poil qui voulait toujours nourrir, insatiable. Donc je pense que c'est plutôt ça qui est important, qu'il faut retenir. Elle est passionnelle, elle est passionnante. Même son écriture, on peut voir qu'elle est très rapide, incisive, hachée, elliptique, difficile à comprendre, difficile à cerner, difficile à être aimée. C'est pour ça qu'elle est rythmée, qu'on dirait de la musique. Oui. C'est totalement musical, sa poésie. Et donc ensuite, après Prague, c'est Paris. Alors pourquoi avoir choisi la France ? La France, Berlin a été pour les Russes une très grande déception, parce qu'il y a eu les grandes crises en 1923, donc les Russes sont obligés de partir, et Prague est un petit milieu. Donc certains vont y trouver leur contentement, certains vont devenir professeurs d'université à Prague, autre chose. Pour Tsvetaeva, il faut bien se rendre compte que pour les Russes, pourquoi ils ont choisi Prague aussi, c'est qu'ils se disent la révolution rouge ne va pas réussir. Donc on est proche de la Russie, donc bientôt on va repartir. Et il y avait des bourses aussi données aux étudiants étrangers. Absolument. Donc, et la famille de Tsvetaeva Effron vit aussi grâce à ces bourses effectivement données par le gouvernement Masaryk. Et le problème, c'est qu'il faut bien se rendre compte que la vie pour Tsvetaeva n'est pas ce qu'elle espérait. Elle ne vit pas à Prague même, elle vit dans un petit village, donc des petits villages à 20-25 km. Alors Tsvetaeva adore la nature, donc elle aime beaucoup se balader dans les grandes forêts. Ça lui plaît beaucoup. Le problème, c'est que Tsvetaeva, c'est quelqu'un qui veut
écrire, qui sait qu'elle est un grand poète. Et donc, elle a besoin naturellement d'éditeurs, elle a besoin de lecteurs, et elle n'y en a pas. Hein, donc, elle est extrêmement frustrée par rapport à toute cette vie. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un nouveau souffle. Et la grande capitale européenne de l'époque, c'est bien sûr Paris. Et Paris, qui est un bon refuge de la communauté russe. Oui, effectivement, il y en a beaucoup, c'est toutes les Russes blancs, comme on dit. Mais en même temps, ce qu'il faut retenir et dire, c'est que quelque part, Tsvetaeva a toujours été considérée comme une rouge à Paris et comme une blanche en Russie. Donc c'est assez étonnant. Comme elle disait, là-bas, ici à Paris, elle était inutile et en Russie, impossible. Donc je pense que c'est aussi quand même, elle a été très seule, jamais invitée. C'est pour ça que le poème d'Emma est extrêmement important, parce que dès le départ, elle a cette espèce de vision prophétique en disant, de toute façon, moi, ma vie sera une vie de labeur et de difficulté, et plus tard, je serai ce grand poète que je veux être. Mais effectivement, ce que dit Emma, bien sûr, c'est qu'elle comprend très très vite que, et en particulier en France, elle n'a pas de lecteur. Mais elle a vécu la révolution russe, et dans quelles conditions elle a vu la violence politique s'exercer par le GPU, en particulier. Elle a vu beaucoup de ses amis être arrêtés, torturés par le GPU, donc tout ça, elle le sait. Elle ne se fait aucune illusion sur l'URSS. Et donc pour Tsvetaeva, elle sait très bien que si elle retournait en URSS, elle n'aurait aucune possibilité de s'exprimer non plus là-bas. Donc elle est dans cette espèce de ventre mou, qu'elle accepte avec des périodes, avec des bonnes périodes où elle crée énormément, mais avec toujours aussi un sentiment quand même de frustration terrible pour elle, parce que c'est vrai qu'à Paris, elle ne publie quasiment pas, elle ne publie qu'un seul recueil, qui sera après la Russie, Pasle Rassi, qui est en 1928. Voilà à peu près tout ce qu'elle fait. Et elle le dit à Pasternak, d'ailleurs, elle écrit à Pasternak, elle dit voilà, je publie ça en 1928, et tu sais, ça sera sûrement le dernier. Et Boris Pasternak, c'est quelqu'un de très important pour elle, c'est une espèce de relation platonique. D'ailleurs, je trouve que c'est une des meilleures descriptions qu'il a fait d'elle. Ouais, on va y revenir justement sur cette description. Mais juste par rapport, là, elle a écrit en français, et ça, faut le souligner quand même. Il y a Neige, par exemple, on peut dire en fait. Donc on va vous lire un petit poème qui est, alors en réalité c'est un extrait. Tsvetaeva avait écrit en 1924 un conte qui s'appelle Le Gars. Et en arrivant à Paris, elle a essayé de trouver un moyen de se faire publier. Et donc elle a décidé de traduire ce conte. Et malheureusement, cette traduction ne sera jamais éditée. Et c'est bien dommage, parce qu'elle avait trouvé une collaboration avec un des plus grands illustrateurs de l'époque, qui était aussi une femme exceptionnelle, qui s'appelait Natalia Goncharova, qui avait illustré tout ce recueil. Et donc le petit texte qu'on va vous lire, Emma et moi-même, est un extrait donc de la fin de ce conte. Et il s'intitule, et il a été publié pour la première fois en 1935 dans une anthologie de la poésie russe, par un de ses amis qui s'appelait Mark Slonim, et donc sorti un peu de son contexte. Mais vous allez voir effectivement ce poème extrêmement puissant et cette musicalité qui est même en français extrêmement perceptible. Neige. Neige, neige, plus blanche que linge, femme lige du sort, blanche neige. Sortilège. Que suis-je, où vais-je? Sortirai-je vive de cette terre? Neuve. Neige, plus blanche que page neuve. Neige, plus blanche que rage. Slave. Rafale, rafale, aux mille pétales, aux mille coupoles. Rafale la folle. Rafale la folle. Toi une, toi foule, toi mille, toi râle. Rafale la soule, rafale la pâle. Des brides, des tels, des sols, des tales. À grands coups de pelle, à grands coups de pâle. Cavale flamme, fatale, mongole. Rafale la femme, rafale. Rafale. On dirait presque du rap. Bravo, bravo. Alors justement, elle a rencontré, elle a des hommes qui ont beaucoup compté. Elle a fait un hommage à Maïakovski. Oui, ce qui était une folie d'ailleurs à l'époque. Oui, parce que Maïakovski épousait complètement la révolution en Russie et c'était un rouge, donc elle a fait quand même à sa mort un sublime hommage, alors qu'elle habitait la France. Exactement. Et Rilke. Alors Rilke, elle a correspondu avec lui.
une relation un peu spéciale. À 3. À 3. Oui, c'est une relation épistolaire. Tsvetaeva connaissait déjà très bien Rainer Maria Rilke, elle avait lu beaucoup de ses textes, et il se trouve qu'elle avait donc à l'époque une correspondance avec Boris Pasternak, et Boris Pasternak connaissait très bien Rilke parce que petit, il l'avait rencontré, son père Léonid Pasternak était très ami avec Rilke, et ils entretenaient donc une correspondance, et c'est grâce à Pasternak donc que le lien va se faire. Pasternak est en Russie, ils se morfondent, et il écrit une lettre à Rilke en lui disant: vous savez, vous avez de la chance, vous êtes en Suisse, vous pouvez aller rencontrer une poétesse extraordinaire qui est en France en ce moment, c'est Marina Tsvetaeva. Et Rilke décide de lui écrire une lettre. Et à cette époque, Marina Tsvetaeva est en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et elle reçoit un jour, donc, une espèce de présent du ciel incroyable, cette lettre de Rilke. Et donc une correspondance va se nouer entre ces 3 personnes. Alors correspondance tout à fait étrange, parce que les lettres n'arrivent jamais dans le bon ordre, donc parfois les lettres n'arrivent pas, donc les uns se disent mais pourquoi il m'écrit pas, et puis il y a aussi un autre problème que Tsvetaeva ignore et que Rilke, avec toute sa pudeur, refuse de lui avouer, c'est qu'en réalité Rilke est dans un sanatorium en Suisse, du côté de Montreux à Valmont. Rilke souffre d'une leucémie qui l'emportera en décembre 1926. Donc c'est quelques mois simplement de cette correspondance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comme avec Pasternak, c'est qu'on a des esprits sœurs, des esprits frères. C'est-à-dire et c'est vrai que on a aussi ce regret de ne pas avoir eu la possibilité d'avoir une correspondance plus nourrie. Tsvetaeva, malheureusement à l'époque, a eu un petit garçon, donc elle doit pouponner. Pour aller en Suisse, il faut un visa, il faut de l'argent. Elle n'a pas de visa, elle n'a pas d'argent, donc elle ne peut pas rendre visite à Rilke. Et Rilke, comme je vous l'ai dit, était malade, donc lui ne peut plus aller en France. Et donc voilà, cette rencontre physique n'a pas lieu. C'est une rencontre dans les étoiles. C'est une rencontre par épistole interposée. Et voilà, c'est un texte très passionnel, épistolaire certes, mais ils se rencontrent, ils sont faits l'un pour l'autre poétiquement parlant, et tout de suite, enfin ce qui est extraordinaire quand on connaît Tsvetaeva, c'est que Rilke, sans avoir vraiment jamais vu Tsvetaeva, il la comprend tout de suite. Il a cette espèce d'intuition, et donc on sent effectivement qu'ils sont faits pour se rencontrer. Et j'insiste toujours là-dessus, le dernier texte que Rilke un des derniers textes qu'il a écrit, c'est l'élégie à Marina, qui est un de ses très grands textes. Et les spécialistes de Rilke considèrent que c'est la dernière élégie d'Huino qu'on pourrait remettre donc dans le recueil qui était le grand chef-d'œuvre de Rilke. Et à partir de ce moment-là, lorsque Tsvetaeva apprend la mort de Rilke, elle est à Meudon à l'époque, elle est catastrophée. Elle va écrire un poème aussi des plus extraordinaires qui s'appelle le poème du Nouvel An. Et elle lui dit bonne année Rainer. Alors je dis les choses de manière un petit peu simple. Elle dit toi qui est dans la nouvelle lumière, dans le nouveau monde, et naturellement elle lui souhaite une bonne année, mais lui il n'est plus parmi eux, il est de là. Mais ce qui est pour Tsvetaeva extraordinaire, c'est qu'en fait Rilke va inonder sa vie, va gorger sa vie. Elle sera toujours avec un Rilke dans sa poche, et à chaque fois qu'elle aura des jeunes poètes, elle va leur dire lisez Rilke. Donc Rilke va être en permanence dans sa vie, et va être vraiment un support intellectuel pour elle et une inspiration constante. Il y a un autre homme qui va compter beaucoup dans sa vie, et on l'a dit tout à l'heure, c'est Pasternak, Boris Pasternak. Et tu me disais tout à l'heure, Emma, il a écrit quelque chose sur sa personnalité. Il disait, je cite, « Marina Tsvetaeva était une femme à l'âme virile, active, décidée, conquérante, indomptable. Dans sa vie, dans son œuvre, elle s'élançait impétueusement, avidement, presque avec rapacité vers le définitif et le déterminé. Elle alla loin dans cette voie et y dépassa tout le monde. Elle s'est réfugiée dans la mort en fourrant sa tête dans un nœud coulant, comme on la cache sous un oreiller. » Exactement. Et c'est d'autant plus troublant que, en fait, moi je lui en veux à Pasternak quand il est venu à Paris de ne pas avoir prévenu Marina, qu'il savait qu'elle allait rentrer avec son mari, peut-être, pour essayer de retrouver un semblant de famille, ce qui allait être une erreur absolue. Pourquoi il ne lui a pas dit de ne pas rentrer, de ne pas aller en URSS? Très en bonne plus, question. d'autant qu'elle s'est suicidée avec la petite cordelette des livres qui attachaient
le petit paquet qui attachait les livres qu'il lui avait donnés à sa dernière résidence en URSS. D'accord. Alors le truc c'est que quand il fait cette description, en fait, on se doute bien que Boris Pasternak la connaît bien en fait, parce que c'est une sacrée femme de caractère et elle lâche rien. Ils la connaissent sans la connaître. Là encore, comme souvent, mais c'est pareil, ce sont des gens qui se connaissent par la poésie, c'est-à-dire qu'ils sont capables de lire dans les textes des uns et des autres des choses que la plupart des gens ne voient pas. Il faut lire les correspondances de Pasternak, et quand il reçoit un texte de Marina qui est pour lui un cadeau, et j'insiste aussi parce que c'est grâce à Pasternak que la poésie de Tsvetaeva est encore lue à Moscou. Dans les cercles poétiques dans lesquels Pasternak va, il fait des lectures de Tsvetaeva pour que Tsvetaeva ne sombre pas dans l'anonymat. Et elle survit aussi grâce financièrement à quelques traductions qu'il lui donne. Oui, parce qu'en fait c'est la misère aussi quand elle rentre à Moscou. C'est sachant qu'on arrête tout le monde, son mari, sa fille. On peut dire qu'elle va en mourir d'ailleurs de cette misère. C'est ça. Alors, il y a un truc. C'est extraordinaire parce que Florent, il se passe un. C'est pas n'importe qui, en fait. Il habite chez Marina Tsvetaeva. Enfin, dans le même appartement. C'est pour ça que je le connais. Eh ben oui. Voilà, c'est tous les coups du destin que nous offre Marina un peu tous les jours. Oui, j'ai eu cette chance d'acheter un appartement parce que j'adorais cet appartement. Et puis quelques années plus tard, d'avoir la visite d'une jeune femme qui faisait un documentaire sur un certain poète russe dont je n'avais jamais entendu parler. Et il s'avère que cet appartement, l'appartement que j'habite, est le dernier appartement de la période parisienne de Tsvetaeva, à Vanves. Qu'elle a habité donc 1934 à 1938. Et donc quand j'ai appris ça, j'ai été totalement, au début, une très grande curiosité. Et puis la curiosité est devenue émotion, l'émotion est devenue passion. Et puis maintenant, globalement, on vit ensemble. Non, mais c'est ça qui est bien. En fait, voilà, vous voulez savoir quelque chose sur Marina Tsvetaeva. En 2009, vous avez créé... Je dis vous parce que vous êtes plusieurs. L'association Marina Tsvetaeva Étoile Averse, c'est un peu plus tard, en 2017. 2017. Ouais. Voilà. Mais c'est important de pouvoir continuer à transmettre les écrits de poètes pour éviter qu'ils tombent dans l'oubli, surtout des grands talents comme ça. Merci beaucoup. Pour l'actualité, justement, s'il y en a qui veulent suivre l'actualité de Marina Tsvetaeva, c'est-à-dire les spectacles, c'est-à-dire les lectures, tout ça, comment on fait ? Alors le plus simple, on est sur Facebook, l'association Marina, on est sur Instagram. Tous les événements que j'organise donc dans l'appartement de la maison de Tsvetaeva de Vanves, il faut m'envoyer un mail en MP, en message privé, pour que je vous rajoute sur la newsletter, et on vous accueillera avec grand plaisir à la maison de Tsvetaeva, où on organise une dizaine de soirées poétiques, concerts par an. Et puis autrement, la newsletter donne tout. Et puis lorsqu'il y a effectivement des événements autour de Tsvetaeva, je suis toujours très heureux naturellement de pouvoir en parler, parce que c'est important que tout... Enfin, ce qui est extraordinaire sur Tsvetaeva, c'est que on a tous notre Tsvetaeva à nous dans notre cœur. Et moi, naturellement, Marina, c'est Marina, mais je suis toujours très heureux de voir, parce que c'est ça qu'il faut dire, quand on est frappé par Tsvetaeva, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous pénètre violemment, on est tous transformés quelque part. Donc les Tsvetaeviens sont des gens d'une très très grande force, d'une très grande sincérité quand on aime Tsvetaeva. Donc c'est toujours, on le fait vraiment avec passion. Donc je suis. Et on n'est pas que tous les deux d'ailleurs. Non, voilà, on est. C'est pour ça se dire, il y a plein de gens différents, que ce soit dans le monde de la musique, que ce soit dans le monde universitaire, dans le monde du théâtre, dans le monde de l'art, de l'illustration. Tsvetaeva, elle touche tout le monde, et donc chacun, avec ses propres moyens, lui rend hommage, et donc à nous en fait de transmettre cela, et donc on le fait avec toujours très très beaucoup de plaisir. Et on l'avait fait en 2013 la première fois avec un spectacle, on a joué plusieurs fois depuis, notamment à Paris, qui s'appelle Marina Tsvetaeva, Moscou-Paris aller-retour, et avec Maya Delacoste et Edwige Morph. Donc voilà, c'était comme ça qu'on s'est connus en fait avec Florent, en apprenant le russe ensemble et de chaque côté des deux pays. Et voilà, et donc c'est un spectacle qu'on a adoré jouer.
et qui a très bien marché. Là, je vais vous demander justement, alors ça a été écrit à l'époque de son exil à Prague, c'est un poème où alors elle se prend donc, c'est comme si c'était Jésus-Christ qui s'adressait à Marie-Madeleine, et ça s'appelle donc, si je ne m'abuse, Je ne sonderai pas tes voies. Je vais vous lire en russe d'abord. A pутях твоих пытать не буду, милая, ведь все сбылось. Я был босс, а ты меня обула ливнями волос и слез. Не спрошу тебя, какой ценою эти куплены масла. Я был наг, а ты меня волною тела, как стеною обнесла. Наготу твою перстами трону, тише вот и ниже трав. Я был прям, а ты меня наклону нежности наставила, припав. В волосах своих мне яму вырой, спеленай меня без сна. Мир носится, к чему мне мира? Ты меня омела, как волна. Je ne sonderai pas tes voies, mon aimé, car tout est accompli. J'étais nu-pied, et tu m'as chaussé d'une averse de cheveux et de tes larmes. Je ne demanderai pas à quel prix tu as acheté ces huiles précieuses. J'étais nu, et de la vague de ton corps comme d'un mur tu m'as enveloppé. J'effleurerai ta nudité de mes doigts, doux comme l'herbe et frais comme l'eau. J'étais debout, et tu m'as montré une inclinaison de tendresse tombée à mes pieds. Fais-moi un creux dans tes cheveux, longe-moi sans bandelette de lin. Hiérophore, qu'ai-je à faire de la myrrhe? Tu as lavé mon corps comme une vague. Très joli, ça, franchement c'est très beau. On va retrouver, après ces jolis mots, on va en trouver d'autres, on va parler musique avec Gabriel et les charts. C'est parti pour les actualités musicales de la semaine, toujours à la recherche des nouveautés et de ce qui marche en Europe centrale et de l'Est. En effet, avec plus de 24 langues recensées dans l'Union européenne, il est temps d'aller jeter un coup d'œil aux chansons non anglophones. On commence avec une artiste russe, c'est Ziviert, et son morceau Bieri i Biegi. Avec 8,6 millions de vues, son clip sorti il y a 3 mois est encore à la 13e position des charts russes de la semaine. Elle a mis les moyens pour cette vidéo au décor de studio et aux effets spéciaux conséquents. Ce clip très graphique offre une multitude d'ambiances, allant du Los Angeles des 60s en décapotable et palmier, à une soirée mousse dans un palais, en passant par un décor de western. On y voit la chanteuse se démultiplier dans ses univers différents, incarnant à chaque fois un nouveau personnage, style et identité variés. Tantôt blonde fatale, tantôt rousse chic, tantôt rockeuse, tantôt artiste de cirque, elle semble dialoguer avec ses plusieurs versions d'elle-même. À la fin, on la voit courir au ralenti avec ses décors et ses personnages qui se confondent et défilent derrière elle, jusqu'à retirer un à un leurs perruques et se fondre en une seule silhouette, comme si la chanteuse s'était enfin trouvée. Ce titre très funk et groovy accompagne l'allégorie d'une femme qui se cherche sur un ton lancinant presque mélancolique, mais dont les couleurs acidulées du clip donnent le sourire. On prend maintenant notre envol pour un rap façon Eminem version Hongrie, dans le morceau sorti il y a 2 mois, Tzigani Úgy. Le titre, partagé par LL Junior, Kay, Kevin, Ritmus et Erdi Baba, se traduit par Business Tzigane et met en scène les chanteurs chacun accompagnés de leur bande dans ce qui ressemble à un clash. Les rythmes changent quand ils s'affrontent, à la fois dans les paroles mais également dans le clip, où on les voit s'opposer dans plusieurs situations. Par exemple, ils parient leurs bijoux et voitures sur des motos tunées qui se livrent une course dans une étroite cage sphérique de foire, que l'on appelle plus communément la boule de la mort. À base de gros néons, flammes et éclairage de boîtes de nuit, cette ambiance de baston se déroule sous un chapiteau où tout le monde danse, crie et s'enlace, avec les mecs en chemise blanche ouverte et lunettes de soleil, et les filles qui, elles, se font marier. Il s'agit plutôt d'un monde de mecs, avec des paroles qui tournent autour de l'alcool, de sexe et de leur volonté de peser dans le game tzigane. Mais finalement, c'est une véritable battle de rythme qu'il nous offre, avec un mix de slam très rapide et la cadence des rythmes tziganes sur fond de basse électro qui accentue ce son particulièrement entraînant. L'ambiance reste bon enfant avec une réelle camaraderie entre eux, alors qu'on finit par les voir tous s'endormir les uns sur les autres sous le chapiteau où la grande fête vient de se dérouler. Je vous invite vraiment à écouter ce son qui a directement rejoint ma playlist tant il fait bouger la tête et taper du pied. Dans un morceau un peu plus sérieux,
On part à présent en Bulgarie avec la chanteuse Galiena et son nouveau single Mka Maya. Avec ses 1,7 million de vues en 11 jours, le titre se place en top 1 bulgare sur Apple Music, YouTube et Deezer cette semaine. Bien qu'elle perpétue un peu le cliché de la femme fatale au cœur brisé, le clip reste assez intéressant. On y voit la chanteuse tomber du ciel en ange déchu pour rester dans un univers virginal où la pureté du blanc se retrouve dans chaque plan et décor, à base de forêts enneigées et de palais aux drapés blancs. Avec ses tenues métalliques futuristes, son maquillage brillant, ses cheveux blancs, ses cheveux dans le vent façon ventilateur, on la voit bouger ses mains et ses ailes d'ange en une danse qui reproduit le culte de la féminité et du corps sublimé, alors qu'elle est constamment éclairée par une sorte de lumière divine. En véritable tragédienne, à la fois dans sa voix et dans l'orchestration qui l'accompagne, elle brise un immense cœur de glace à l'aide d'un marteau, alors que la musique devient de plus en plus dramatique. Elle semble se parler à la troisième personne, comme si celle qu'elle était n'était plus de ce monde. Entre tristesse et espoir, la chanteuse se défoule sur fond de sonorités orientales qui accompagnent très bien son histoire d'amour. Ambiance un peu plus second degré, avec la nouveauté de la semaine, il s'agit de Gorsze, en featuring avec Miak dans le morceau Fantasia. Sorti il y a seulement 3 jours, il est déjà top 1 des streams Apple Music, YouTube et Deezer en Croatie, d'où les artistes sont originaires. Le clip, qui cumule bientôt plus de 400 000 vues, se déroule dans les rues de Milan, où le chanteur fantasme sa vie rêvée, dans le luxe et les belles voitures à l'italienne. Il veut goûter à tout, l'amour, le glamour, l'argent, la vie nocturne, les dorures. Finalement, ce sont des petits jeunes qui aiment la vie chère et ne s'en cachent pas. Il semble vraiment s'amuser dans ce titre où le rappeur en doudoune survêt et la chanteuse en fourrure lunettes de soleil reprennent les clichés italiens à base de shopping, Ferrari, vin cher, sur plan entrecoupé de peintures de la Renaissance italienne et captures d'écran façon photo de vacances. Ils se font plaisir avec ce morceau et ne se prennent pas au sérieux. Bien que les paroles ne soient pas si profondes, ils dégagent une belle énergie, transmise à la fois par le flow et l'instru, mais également leur joie de vivre et leurs envies qui se résument finalement à manger une pizza sur le capot d'une Ferrari. Laissez-vous tenter par la high life comme eux dans ce titre Fantasia. Merci beaucoup, Gabriel. Et allez voir allez faire des découvertes sur les réseaux, c'est vachement sympa. Vraiment, ça vaut le coup. On va passer à notre troisième interview. C'est Isabelle Hurtin. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les îlots. Nelly et moi, on l'a lu. Donc voilà, alors pour vous présenter Isabelle, c'est directrice artistique de la compagnie d'Unès, plasticienne, comédienne, metteuse en scène. Elle a été élève au Théâtre National de Chaillot-Louvroir avec Antoine Vitesse, rien que ça, et au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Sa carrière s'est partagée entre le théâtre, le cinéma, la télévision, la voix off et le doublage. Les îlots est son premier roman. Isabelle Hurtin est avec nous. Bonjour Isabelle. Comment dirais-je Les îlots, c'est une romance poétique. C'est ça. C'est publié aux éditions du Panthéon. Et en fait, il nous plonge dans les secrets du théâtre. Je cite, il emmène les lectrices et les lecteurs dans les méandres amoureux, notamment avec un N majuscule, de l'art. Mais aussi dans les pensées de la metteur en scène qu'elle est pour monter, comme t'es metteur en scène, pour monter 3 pièces aussi uniques et exceptionnelles, signées par 3 immenses noms du monde de l'écriture, européenne, si ce n'est mondiale. La Mouette, d'Anton Tchekhov, Les Lunes, d'après Marina Tsvetaeva, et La Machine Tchekhov, de Matei Wisniewski. J'ai une question. Tchekhov, tu dis que c'est... Donc La Mouette de Tchekhov, c'est le plus beau texte, je crois. Pourquoi ? Vas-y. Alors, je vais évidemment répondre sans répondre. Ouais. La nuit, quand on a des livres à la maison ou ailleurs, il paraît que lorsque l'on dort, les personnages de ces livres sortent et font la fête sans vous. Ils ne font pas que la fête sans vous. Je crois qu'ils pénètrent. Je m'arrête. Je dis je crois parce que d'abord je ne connais pas tout de la littérature, mais
Parce que dans mon cœur, peut-être tout simplement, oui. Hmm. La question, c'était, je crois. J'ai pas répondu à la question, donc. D'accord. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est le. En fait, ces personnages qui sont sortis des livres et qui, évidemment, au moment où on ouvre un œil, se dépêchent de re-rentrer dans les pages, nous ont laissé des traces, peut-être. C'est comme, on va parler de la pièce tout à l'heure avec la compagnie Les Enfants Torches, du Tchekhov, c'est du costaud, et c'est vrai qu'on en a partout. C'est une fête. Enfin, t'as totalement raison de le dire. Marina Tsvetaeva, tu dis, c'est une femme œuvre, alors une poétesse hors du commun. Alors, je me tourne parce que Marina Tsvetaeva et le mot poétesse, c'était... Poète. Poète. Oui, Poète. Elle est poète. Elle disait qu'elle était poète. Elle était surtout poète. pas poétesse. Ouais, c'est ça. Mais enfin bon, bref, c'est une poète hors du commun et on est complètement d'accord. Pourquoi tu as écrit ce livre? Pourquoi tu as écrit Les îlots? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire Les îlots et de montrer justement à travers ces 3 œuvres que tu montes en fait? Pourquoi tu as voulu écrire ce livre? Peut-être je vais répondre comme Ekaterina, Mmh. avec sa broderie magnifique. J'en sais rien. C'est excellent. Non, mais j'adore. Les choses arrivent vers nous Ouais. sans explication, enfin, me concernant en tout cas, la plupart du temps. Ouais. Donc, aussi, peut-être, j'ai vieilli, comme dit Olga, dans Les 3 sœurs. Et c'est un très beau mot. Et qu'à ce moment-là, précisément, peut-être, je me suis... Enfin, c'est même pas que je me suis... Les mots me sont venus pour raconter à quel point j'ai été traversée par tous ces personnages, par toute mon histoire qui s'est embrigalidée. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Voilà. Non, Dans ces histoires qui n'étaient pas les miennes à la base, mais qui sont devenues les miennes, car en même temps c'était les miennes, car je les ai créées aussi. Enfin, voilà. Ouais. C'est marrant parce que en fait, qu'est-ce que ces 3 auteurs, il y a quelque chose qui t'attache à eux entre Anton Tchekhov, Marina Tsvetaeva et Matei Visniak? Non, ils sont la petite ficelle. C'est la autour petite des ficelle. livres de Marina. C'est eux qui m'ont attachée. C'est eux qui t'ont attaché et ça Bien c'est sûr. génial. C'est fou. La force, tu as une créativité en fait, on le voit dans ton livre parce que et une force. Enfin, t'es comment dirais-je, moi j'appelle, t'es très humaine et tu sais faire respirer les choses. Je sais, j'ai travaillé avec toi, donc comment dirais-je, je vais le dire. Comment dirais-je, quand tu as voulu monter ces 3 pièces, est-ce que tu avais dans l'idée déjà d'avoir une seule œuvre à la fin? Pas du tout. Pas du tout. Non, le rêve a commencé avec le lac. Ouais. Enfin, pour les personnes qui ne connaissent pas la Mouette, ça se passe autour d'un lac. Voilà. Et puis, il y a une jeune femme qui veut traverser ce lac, parce que de l'autre côté du lac, ça a l'air d'être magnifique. C'est ça, en fait, le début. Mais le début a emmené le reste, qui a emmené le reste, qui a emmené le reste. C'est une histoire d'amour. Tout le monde connaît l'amour, non? Dans l'amour, il y a des choses qui sont absolument merveilleuses. Et puis, il y a aussi pas mal de petites embûches, on va dire. Mais toujours à la Marina, moi, je peux pas vivre si je... Il n'y a pas de possibilité pour moi de vécu, de vivre, de respirer, de tout faire, s'il n'y a pas cette chose-là qui m'a toujours sauvée. Enfin, je ne sais pas, voilà. Non, mais c'est intéressant. Il y a un truc, c'est que alors tu poses des questions. Parce que là, quand on rentre, comme je disais, tu rentres dans les secrets. C'est impressionnant. Tu poses des questions, je vais y revenir. C'est là. D'abord,
qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que la représentation? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la salle? Qu'est-ce que l'ombre au théâtre? Comment traduire l'intimité? Qu'est-ce qu'un groupe? Qu'est-ce que la complicité? Que sont les harmonies? Qu'est la musique d'un texte? Qu'est-ce que la poésie au théâtre? Qu'est-ce que le public? C'est-à-dire que c'est des questions, en général, on ne pourrait jamais se les poser, mais quand on les a compris, en fait, ça explose. Enfin, on arrive dans un univers, on n'est plus sur la terre, on est vraiment sur le plateau. Et on arrive à respirer dans cet endroit qui s'appelle un théâtre. Et voilà, et à se donner vraiment à respirer. Oui. C'est ça. Bah oui, il y a aussi une autre question que je pose tout le temps, c'est comprenez-vous cela? Car moi-même, parfois, je suis un peu, peut-être, mais parfois je ne me comprends pas moi-même. Je n'ai pas la réponse aux questions, en fait. Je les pose parce que je me dis peut-être que je vais trouver une réponse un jour, mais en fait, non. La réponse. Par exemple, là, les trois sœurs que nous jouons dans ce magnifique théâtre du Ranelagh, mais j'ai un souvenir aussi, car ils vont avec, d'avoir joué au théâtre de l'Athénée. On parlait des fantômes. Delphine Horviller, elle dit les esprits décousus. C'est magnifique. Et en fait, quand on va dans les sous-sols de ces vieux théâtres, il y a partout des couloirs, des poutres, des traces de tous ceux qui sont passés là, mais pas que les acteurs. Il y a aussi les auteurs, il y a aussi les menuisiers, il y a aussi les personnes qui nettoient, sans se rendre compte qu'ils enlèvent une parcelle d'hier, ils le mettent sur le côté, et puis que après-demain, hop, se colle sur hier, etc. Tout ça, en fait, c'est à travers... Vous arrivez à me suivre? Oui. Ouais. Ok, voilà. Il y a une autre chose aussi. Écrire... alors, on va commencer d'abord, j'ai beaucoup de chance. Car ce métier d'acteur est magnifique, somptueux. Il n'y a pas que celui-là, mais voilà. Mais pourquoi? Parce que il nous permet de mettre de l'air, de notre respiration à nous, dans tous ces mots, dont ceux de Marina, puisque les lunes font partie des îlots. Donc, la respiration que nous donnons, nous, n'est pas dans le livre. Elle est simplement dans nos corps à nous. Et en fait, c'est comme l'oral et l'écrit, on fait vivre. Et si par exemple, je disais tout à l'heure à Florent, tous les livres devaient disparaître un jour, heureusement on a une mémoire, et ces choses-là resteraient ad vitam dans tous ces souterrains de ces théâtres anciens, et partout dans l'air. Tellement bien dit, franchement. Il y a un truc aussi, c'est que tu aimes les acteurs et les actrices. Tu leur fais un hommage, mais incroyable. Je pense, ne serait-ce que dans ta compagnie, avec Kevin Chemla et Fanny Jouffroy, que je salue. Ça fait des années, mais bon. Olivia Machon, que je salue aussi d'ailleurs. Et il y a Heidi Eva Clavier, Ilham Bakal, Bruno Bizarro, Jean-François Chatillon, ou encore le génial Lionel Erpelning, que j'ai bien connu aussi, et à qui je salue là où il est. C'est important, l'acteur, l'actrice sur le plateau. C'est vraiment, de toute façon, avec le metteur en scène, il faut que ça soit une osmose. Même Noé, il pourra répondre aussi. C'est important, en fait, ce langage qui est entre les deux. Alors, il y a eu plein d'autres comédiens que ceux que tu as cités, et je leur dis coucou. Qu'est-ce que c'était la question? J'ai oublié. La relation entre les acteurs et le metteur en scène. La relation, elle est humaine. Enfin, l'acteur amène en fait tout, et le metteur en scène, il tire sur les petites ficelles de la marionnette. Il fait, en fait, il fait la pâte du gâteau, un peu. Voilà, oui. Fait la pâte du gâteau. C'est vachement bien ça. Comment dirais-je? Est-ce que tu as... je vais arrêter de dire comment dirais-je. En fait, je suis troublé aujourd'hui, c'est horrible. Est-ce que tu as trouvé ton îlot? Peut-être. Pour une fois où je réponds pas, je ne sais pas. Peut-être. Ce serait possible qu'après avoir écrit ce livre, oui. Je le dis d'ailleurs. Je suis un îlot. Mais oui. Ouais.
me semble que j'ai arrêté de me dire 24 heures sur 24. À quelle adresse j'habite là? Oui. Pour l'instant, tu es dans les studios d'Armada. Et tu es dans notre îlot, mais bon, j'espère qu'il te plaît. Beaucoup. Mais c'est une liberté de pouvoir se dire ça. C'est drôlement bien. Ouais. On est moins flippé à l'intérieur. Ouais, non, c'est vrai, c'est impressionnant. Tu es une transmetteuse donc, par ce livre qui est vraiment c'est bercé du secret du monde du théâtre, de la création et de la création jusqu'à la représentation. En fait, tu racontes vraiment une vie du théâtre. C'est pour ça que c'est un livre vraiment qu'il faut avoir. Allez-y, hein, il est à l'écran. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter justement au monde du théâtre aussi. Et franchement, on s'y retrouve. Puis on apprend encore plein de choses. Ça, c'est génial. C'est magnifique. Moi, je te dirais plus que c'est plus que théâtral ou roman. J'appelle ce livre une œuvre théâtre. Si je dis que c'est une œuvre théâtre, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'enlèverais le mot théâtre. C'est une œuvre tout court. Mais je veux bien accepter, en toute humilité, le mot œuvre. Mais romance poétique, c'est bien, parce que c'est écrit de manière assez poétique. Ouais. Et que sans la poésie, là, c'est pareil, je peux pas me réveiller le matin. Non, mais c'est vrai, enfin, la poésie, on l'a vu avec Marina Tsvetaeva, c'est costaud. Tout le monde ne fait pas de poésie. Et à travers le théâtre vivent des êtres humains. En fait, c'est un prétexte pour moi d'avoir... ce n'est pas qu'un prétexte, bien sûr, mais c'est un prétexte pour parler au fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Génial. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, hein, Jérôme. La poésie, tout le monde a droit à la poésie. Tout le monde, c'est la force des mots, la jouissance des mots, que ce soit dans n'importe quel support, que par le théâtre, par la poésie ou autre chose. Alors, naturellement, il y a les étoiles, il y a Rilke, il y a Tsvetaeva. Et eux-mêmes, ça a été un processus très très long. Hein. Je veux dire, Rilke, naturellement, ce sont des gens ultra doués, mais qui ont travaillé. Il faut voir les carnets de Tsvetaeva, à quel point elle a travaillé. Rilke a rencontré des gens extraordinaires. D'ailleurs, Rodin, hein, Meudon. Et Rodin lui dit, mon petit bonhomme, maintenant, tu sais ce que tu veux faire? Pour progresser en poésie, travaille, observe le monde. Et il a arrêté de parler, il a commencé avec ses carnets, il a commencé à décrire, et puis sa poésie s'est encore regorgée. Donc voilà, non, la poésie c'est pour tout le monde, il faut lire de la poésie. Non, c'est pas, c'est Jérôme, c'est Jérôme. Non, mais voilà. En fait, il y en a qui essayent de faire de la poésie, mais qui n'y arrivent pas. Tsvetaeva disait d'elle qu'elle était sténographe du quotidien. Bah, c'est magnifique. Ouais. Et de toute façon, pour justement, je rebondis, Jérôme, c'est drôlement important. La poésie, ce n'est pas un problème du tout. Il faut simplement peut-être s'abandonner, ne pas chercher à comprendre, ça ne sert à rien. C'est ça. Voilà. Et il faut la prendre comme elle vient, et puis elle est... Voilà, c'est tout. De toute façon, l'art, c'est une respiration. Donc, le livre Les îlots, c'est signé donc Isabelle Hurtin et c'est vraiment à voir dans toutes les bibliothèques et surtout l'ouvrir et le lire. Et c'est aux éditions du Panthéon. Vraiment, allez le prendre. Vous allez tomber par terre, je vous jure. Merci beaucoup. Non, mais c'est normal, je dis ce que je pense. Avant de passer aux trois sœurs, parce que tu joues Anfina. Anfissa. Je vais me faire flinguer. Non. C'est très joli, Anfissa. Et au théâtre du Ranelagh, avec toute la compagnie, les Enfants Torches. Et on va se faire juste 40 secondes de pause poétique avec Marina Tsvetaeva. Et le poème Recueillement, il date de 1934 et c'est une fin de vie en fait. Pratiquement. On commence en français ou en russe? Les deux. En même temps. Allez, on commence au début et ensuite t'enchaînes en français. Уединение. Уйди в себя, как правдивый воды. Уединение. В груди ищи и находи свободу. Recueillement. Rentre en toi-même comme un ancêtre dans son fief. Recueillement. En ton cœur, cherche et trouve la liberté. Штаб души, штаб ноги. На свете нет такого саду. Уединению. В груди ищи и находи прохладу. Кто победил на площади, про то не думай, не видай. Уединение в груди справа и погребай победу. Уединения в груди. Уединение.
Uйди, честно. Pas une âme sœur, pas un pas ni mène, aucun jardin sur cette terre pour te recueillir. En ton cœur, cherche et trouve la fraîcheur. Celui qui triomphe sur la place publique, il n'y pense pas, il ne le sait pas. Dans l'intimité de ton cœur, célèbre ta victoire et enfouis-la au plus profond de ta poitrine. Rentre en toi-même, et toi, la vie, dégage. Puissant comme texte, bravo à tous les deux d'ailleurs. Comment dirais-je, après cette pause et ces mots forts, on va parler d'une pièce, Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov, qui se joue donc au théâtre du Ranelagh. C'est une pièce à aller voir parce qu'elle est géniale. Il y en a partout. Quand je dis partout, c'est partout. Sur scène, dans le public, partout. Les balcons, on va y revenir. Ça se joue, il y a encore 2 dates exceptionnelles, les dimanches 11 et 18 février à 20h. Profitez-en, c'est les vacances, donc allez au théâtre. C'est interprété, donc je l'ai dit, par la Compagnie des Enfants Torches, qui a été créée par Noé Bézin, je vais y arriver, Bezin. Noé Bezin et Alicia Popov, qu'on accueille, avec aussi, donc, avec Lily Moreau, qu'on réunisse les 3 sœurs quand même. C'est vachement bien. Merci. Bonjour Alicia Popov. Bonjour. Et donc Lily Moreau. Bonjour. Alors les 3 sœurs, Olga, Masha, Irina. On va pas vous appeler par vos noms de personnages, mais voilà. Donc chapeau quand même parce que c'est une super pièce. Vous êtes 12 sur scène. C'est ça, hein. Il y a Isabelle donc qui joue Anfissa. Mais pas que, il y a Louise Zumkeller qui joue le rôle d'Andrei, Juliette Delhomme qui joue Natacha, Simon Dartois qui joue Verchinine, Pierre-Loup Mériot qui joue Touzenbar, Boris Hirt qui joue Salioni, alors là, quel rôle, Antonin Giton, Fédotique, Lucas Musta, Kouligin et Frédéric Cuif qui joue Tchéboutikine, une distribution du tonnerre, je dirais. Nombreuses. Mais alors, c'est un truc, c'est comment est née cette pièce? Enfin, cette pièce, pas au niveau de l'écriture, mais pourquoi avoir choisi Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov? Alors, la genèse un peu de la pièce commence il y a de ça 2 ans, à notre sortie d'école, à Alicia et moi-même. On sort des cours Florent, et en tentant les concours nationaux, on retombe, enfin moi je retombe sur Les Trois Sœurs, que elle connaît très bien puisqu'elle a déjà essayé de le monter. Et d'un accord qui arrive assez rapidement, on se dit qu'on va monter cette pièce d'une manière ou d'une autre. Et ça a pris un an et demi pour réunir toute l'équipe et pour commencer les répétitions. Et de là, les choses sont allées assez vite. Et on a réussi à trouver, grâce à Isabelle, beaucoup des lieux de répétition et un théâtre qui nous accueillerait, qui est le Ranelagh, qu'on remercie chaudement d'ailleurs. Et nous y voilà, donc notre première était hier. Oui. C'est plutôt bien passé, je crois. J'y étais, c'était... Bon. Et oui, mais alors pourquoi Les Trois Sœurs? Déjà parce que en école de théâtre, je crois que Tchekhov est mis sur un piédestal et pour nous, il n'est jamais redescendu de ce piédestal parce que le parler de Tchekhov pour un acteur est quelque chose qui est... monstrueux à comprendre, et dès qu'on l'a compris, on peut, je crois, tout jouer. Et de cette idée-là, on est parti de cette idée-là en se disant que, quitte à monter quelque chose en sortie d'école, avec la jeunesse qui est la nôtre, autant prendre quelque chose de monstrueux. Il y a eu peut-être des regrets après, mais il faut pas. Mais parce que c'est très lourd à apporter, il y a 12 acteurs, mais on est arrivé, je crois, à un degré de joie dans le travail qui nous a permis de monter ça avec voilà, la fête qui caractérise cette pièce. C'est le drame le plus festif de Tchekhov. Voilà. Exactement. Ouais, ça on va en parler parce que justement il y a du rythme, il y a de la musique, il y a du drame, il y a de l'humour, on rigole. Il y a 2 couleurs sur scène, il y a de la lumière et de la pénombre. Enfin moi c'est ce que j'ai vu. Pourquoi avoir opté sur ces 2 univers de la pièce, mais vraiment au niveau des lumières?
Parce que je crois que la pièce, en tout cas toutes les pièces de Tchekhov sont construites sur des ambivalences. Tous les personnages de Tchekhov sont construits sur des ambivalences. C'est le feu sous la glace, toujours. Mhm. Et même dans les dialogues et dans la façon dont les répliques sont écrites, c'est toujours quelque chose, et puis l'inverse, très rapidement. Et je crois que l'ombre et la lumière symbolisent ça de manière assez grosse et cliché, mais quand elle est maîtrisée, ça marche. Je ne sais pas si elle est maîtrisée, je ne vais pas me lancer des fleurs. Mais je crois que quand on arrive à maîtriser la lumière dans la pénombre et la lumière, je crois qu'effectivement, on peut symboliser assez bien cette ambivalence qui est tout à fait tchécovienne. Voilà. Tchécovienne. Dans tous les cas, c'est réussi parce que justement, moi j'étais dans la salle hier soir et même de loin. Et franchement, quand c'est sombre, c'est vraiment sombre. Quand c'est lumineux, c'est lumineux. Et même quand c'est croisé, à la fois du jour et de la nuit, c'est vraiment une croisée des âmes. Enfin, c'est impressionnant. Je voudrais juste revenir sur une scène, moi, qui m'a marqué. Ça m'a donné des frissons dans le dos. C'est quand Alicia Popov, elle est assise donc Irina, du coup, le personnage Irina est assise sur le piano, qu'elle rentre en crise. Mais c'est impressionnant. Enfin, ça bouge, excuse-moi de le dire. Non, mais franchement, bravo. Merci. Moi, j'ai fait waouh à ce moment-là. Voilà, il y a de l'énergie dedans et on voit en fait la transformation des corps, quoi. Oui, je crois qu'on monte des pièces et qu'on fait des films pour certaines scènes, pour certains personnages, et je crois que cette scène-là est la raison pour laquelle on a monté la pièce. D'accord. La pièce pourrait presque s'arrêter là. Elle ne s'arrête pas là pour une raison qu'on pourra discuter après. Mais oui, la pièce pourrait s'arrêter là. Mais Alicia va vous en parler. Je crois que cette scène-là, même c'est la scène des trois sœurs, c'est la fin du piédestal sur lequel Andreï, le petit frère, était mis. Mm-hmm. Mais oui, je crois que c'est le cœur de la pièce est ici. Et effectivement, c'est le point de rupture. Et elle peut en parler mieux que moi, je crois. Je sais pas ce que je pourrais ajouter, mais en tout cas, pour ce qui est de notre rapport, cette scène est importante parce qu'elle découle de aussi ce que dit Olga avant, et donc de la destruction de cette maison, mais aussi des liens entre eux, puisque même si elles s'aiment, je pense, d'un amour inconditionnel, et même avec leur frère, ma crise, en tout cas celle d'Irina, celle d'Olga, va détériorer les rapports de cette maison, va s'enchaîner Macha, puisque quoi qu'on en dise, de savoir que, à cette époque où ça a été écrit, une femme mariée qui aime un autre homme, c'est pas imaginable. Non. Et elles ne sont pas d'accord avec ça, et elles sont d'une famille de militaires, donc évidemment, on ne peut pas se soutenir. On se comprend, mais on ne se soutient pas, et je trouve ça magnifique de pouvoir parler de rapports familiaux où, malgré l'amour, on peut pas tout accepter. Et évidemment que cette pièce ne peut pas se finir là, puisque l'espoir, c'est de se dire qu'il y a toujours un après, qu'on dépasse la destruction de sa famille, de son enfance, de son adolescence. Et c'est ce que racontent les trois sœurs, c'est qu'elles dépassent tous leurs rêves d'enfants pour devenir des adultes et des gens raisonnés, et qui continuent à se battre malgré tous les chagrins qu'elles rencontrent, je crois. Ouais. Voilà. C'est vraiment la définition du théâtre tchécovien, puisqu'en fait, vous vivez mal, le temps passe. D'ailleurs, j'ai noté, le temps passera, vous vivrez mieux. Oui, c'est toujours l'espoir en l'avenir. C'est ça. C'est très difficile de monter un Tchekhov sans avoir l'espoir en l'avenir, je crois. Il faut toujours croire en l'avenir. De toute façon, quand on voit une pièce comme hier soir, franchement, vous pouvez croire en l'avenir. Non, mais c'est vrai. Vous êtes 12. Il y a le quatrième mur qui est cassé, mais alors il est pulvérisé parce que il y en a partout. Il y en a dans les balcons. Les comédiens, même si vous êtes spectateur de cette pièce et que vous êtes dans les balcons, attendez-vous à avoir de la visite. C'est impressionnant. Moi, j'en ai vu des pièces. J'ai rarement vu ça. Pour cette idée justement de jouer vraiment avec le public, parce qu'en fait, il est immergé dans la pièce, le public.
Oui, alors l'idée était de symboliser cette maison comme le 14e personnage de la pièce Mhm. et de faire en sorte que le théâtre, qui est un petit peu la maison des comédiens, soit utilisé dans son intégralité avec le public, avec ce que ça implique. Et je crois que ça marchote. Ça marche très bien, il n'y a pas besoin de donc calme. c'est tant mieux. Oui, effectivement, il fallait symboliser cette maison et c'est qui est une espèce d'immense maison. Et Tchekhov écrit ça au crépuscule de sa vie, c'est son avant-dernière pièce, avant La Cerisay. Et il écrit ça dans une maison qui est vide. Et je crois que lui voulait la remplir, donc il a créé tous ces personnages-là. Ouais, il a rempli avec des âmes, ça c'est fort. Oui. C'est ça. Il y a un personnage, je vais d'abord parler des 3 sœurs, parce qu'après on va revenir sur le rôle d'Isabelle. Parce que là, c'est une cerise sur le gâteau. Les 3 sœurs, comment on arrive à préparer 3 personnages aussi forts? On va demander à la sœur aînée du coup. C'est à moi. Donc, Lily Moreau. Alors, que dire déjà, je pense que la première chose à se dire, c'est que ce ne sont pas des personnages forts, sinon c'est trop intimidant pour se mettre à travailler. Ouais. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer Enfin, ça, c'est ma méthode à moi. C'est ma cuisine, comme dirait mon metteur en scène. Mais je pense que je travaille toujours, moi, personnellement, de manière à trouver quel est le lien commun avec ce que je suis. Essayer de créer le plus de liens possible avec la partition. Et profiter de tous les gouffres que la partition d'Olga offre. C'est-à-dire que j'ai aussi des petits moments de crise. C'est jubilatoire de passer par ces moments-là, parce qu'il y a tellement de... c'est des sentiments d'injustice, d'impuissance, donc c'est des choses qui sont finalement très fortes, mais en même temps très, très primaires et qui ne sont pas si difficiles à trouver. Voilà, ça c'est pour moi. Je dirais que voilà, je fais comme ça. Vas-y, Macha, si tu veux. Oui, alors, voilà. Non, c'est bien. Voilà, j'ai déjà pété le micro. Bon, non, faut juste l'enfoncer un peu plus. Ouais, faut l'enfoncer un petit peu. Voilà. Vous voyez, j'ai les mains moites. Voilà. Alors, comment préparer un rôle... Vous m'entendez là? Oui. Alors, Clotilde Raskin. Oui. Alors, comment en fait, je suis un peu d'accord avec Lily dans le sens où, moi, au début, je m'en suis fait une montagne de Macha. Non. Parce que, voilà, Noé se moque de moi gentiment, mais c'est vrai qu'on se fait des idées des grands auteurs et des personnages qu'ils créent, mais en fait, c'est des personnages qui nous ressemblent tellement, qui sont tellement proches de nous. Je veux dire, on a tous connu des amours impossibles, on a tous connu de loin ou de près des deuils, ou en tout cas, on est en train de vivre nos premiers deuils. On a tous une famille, on a tous des rapports familiaux qui sont plus ou moins joyeux. Et en fait, aborder un rôle comme Macha, par exemple, c'est se dire, ça veut dire quoi une vie manquée? Ça veut dire quoi? Ça bouillonne là en moi. Dire ça, forcément, ça fait écho à ce qu'on est. Quelle vie j'ai manqué, moi, Clotilde, à 24 ans? Quelle vie je n'aurai plus? Quel deuil j'ai déjà fait? Quels amours j'ai déjà eus et que je n'aurai plus jamais? Et en fait, c'est ce qu'on se disait avec Lily. À un moment, on discutait, on regardait un filage qui était un petit peu chaotique. Et on se disait, bon, en fait, il va falloir qu'on assume et qu'on n'ait pas honte de leur ressembler beaucoup. Et c'est vrai que moi, très longtemps, je pense, j'ai eu honte d'avoir beaucoup de ressemblances avec Macha. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points communs avec elle. Et une fois qu'on s'en rend compte, on l'accepte. Parce qu'en fait, ce qui est génial avec ces personnages et en quoi ils nous ressemblent, c'est que c'est des perdants magnifiques. C'est des losers sublimes. mais comme nous tous. Enfin, en fait, c'est des gens qui ont eu des rêves comme nous tous, et d'un seul coup, ils doivent s'arranger avec la vie qui arrive. Et en fait, rien n'arrive selon nos souhaits, c'est ce que dit Olga. Et en fait, vraiment, je crois qu'on est à des âges où, alors effectivement, on est jeune, mais
on commence à arriver à des âges où on commence à s'arranger avec la réalité, déjà. Ouais. Parce que la vie arrive et que, en fait, on doit dealer avec ce qui arrive. Et ça sera jamais comme ce qu'on avait imaginé. Ouais, c'est fou. On va pas tarder à rendre l'antenne. Juste rapidement, Isabelle, Anfina, c'est un rôle qui est puissant. Franchement. Anfissa. Je vais y arriver, moi. Anfissa. Et c'est un rôle qui est très, très important parce que au début, il ne dit rien. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est très fort. T'as réussi à... Enfin, tu donnes un corps à ce personnage. C'est impressionnant. Je peux pas vous rentrer ça dans le détail. Mais franchement, allez voir cette pièce. Les trois sœurs, ils sont 12. Ils sont 12 magiques. Allez les voir. C'est au Théâtre du Ranelagh. Tous les dimanches, le 11 et le 18 février. Profitez, c'est les vacances, faut y aller. Et ça ira, vous allez voir, un pur bonheur. Voilà, allez-y. Franchement, c'est du pur bonheur. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous avoir reçu. Merci. Parce que voilà. Merci. Puis pensez à les aider parce qu'il y a Hello Asso si vous voulez Oui, pour c'est donner des ça. sous-sous. On peut trouver ça sur les pages Instagram et Facebook de notre compagnie, Voilà. Les Enfants Torches. L'union fait la force, comme on dit chez nous. Il est 18h55. J'ai promis. Nelly, c'est ta dernière aujourd'hui. Oui. Je tiens à te féliciter pour le travail que tu as fourni, le sérieux, le professionnalisme, et je te souhaite la plus grande. Là, tu vas partir pour une nouvelle aventure. Je te souhaite la plus belle des carrières dans le journalisme. Voilà. Bravo. Merci, c'est beaucoup. gentil. Bon. Il est 18h56, on parlerait des heures avec nos invités, mais merci beaucoup à Florent Delporte et Emmanuel Saquette de l'association Marina Tsvetaeva d'être venus dans Bienvenue à l'Est. Merci beaucoup Isabelle Hurtin. Je rappelle votre livre Les îlots paru aux éditions du Panthéon. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi, mais aussi au théâtre avec la compagnie Les Enfants Torches et cette superbe pièce Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov, actuellement tous les dimanches à 20h au Théâtre du Ranelagh, 5 rue des Vignes à Paris dans le 16e arrondissement, mise en scène par Noé Bézin, je vais y arriver, assisté de Victoria Bossec et avec notamment Alicia Popov, Clotilde Raskin et Lily Moreau dans les rôles titres. On rappelle l'exposition Amour 5 avec la brodeuse d'art Ekaterina Igorevna à l'espace-temps 98 rue Quincampoix dans le 3e, à voir absolument à partir du 14 février. Le jour des amoureux. Dans un très court instant, les chemins de lumière présentés par Fanny. Merci Gabriel, à lundi. Merci. C'était Bienvenue à l'Est. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente semaine où que vous soyez sur la planète. À très bientôt Dans Bienvenue à l'Est, en direct sur Amada. Ciao. Ciao.